imaginez un peu la scène. On est en 1346, quelque part dans le nord de la France. D'un côté, on a l'armée française, la crème de la crème. Des milliers de chevaliers, une véritable marée d'acier, sur deux, invincible. Et de l'autre, une petite armée anglaise, épuisée, beaucoup moins nombreuse, dos au mur. Franchement, le match semble plié d'avance. Sauf que, ce jour-là, quelque chose va se passer qui va tout changer, qui va faire trembler les fondations de tout le Moyen-Âge. Voilà, c'est exactement ça. Cette phrase, elle résume parfaitement le choc, le séisme que va être la bataille de Crécy. Parce que ce jour-là, pour la toute première fois, l'idée même que la charge d'un chevalier était inarrêtable, eh bien cette idée va voler en éclats. Et ce contraste, il est saisissant, vraiment. D'un côté, on a la puissance pure, presque l'arrogance de ceux qui se croient invincibles. De l'autre, on a l'intelligence, la ruse de ceux qui savent qu'ils jouent leur survie. C'est pile dans cet écart que va se nicher la clé de la victoire. Une victoire que personne, absolument personne, n'attendait. Alors, pour bien piger ce qui s'est passé à Crécy, il faut qu'on fasse un petit retour en arrière, qu'on se mette dans la tête des gens de l'époque. À ce moment-là, la guerre, c'est simple, ça repose sur une seule et unique certitude, un dogme presque. Rien ne peut battre un chevalier en armure. Oui, le chevalier, ce n'est pas juste un soldat parmi d'autres. Non, c'est, on pourrait dire, l'arme de dissuasion massive de son temps. C'est le résultat de toute une vie d'entraînement, protégé par le top de la technologie de l'époque, son armure. Et sa charge, une force de frappe que rien, mais alors rien du tout, ne semblait pouvoir stopper. Et ça, c'était la règle du jeu depuis des centaines d'années. Du coup, quand les Français arrivent sur le champ de bataille, dans leur tête, il y a zéro doute. Zéro. Pour eux, ce n'est même pas un combat. C'est une formalité, une simple correction à administrer avant d'aller fêter ça. Allez, changeons de camp maintenant. Passons chez les Anglais, où, forcément, l'ambiance n'est pas du tout la même. Leur roi, Édouard III, il est lucide. Il sait très bien que s'il affronte les Français à la loyale, en face à face, c'est la fin. Il n'a pas la puissance pour ça. Alors, il va prendre une décision radicale. Il va tout simplement changer les règles du jeu. Et son plan est d'une simplicité géniale. D'abord, il choisit le terrain. Une petite colline, une pente douce, juste assez pour casser la charge de la cavalerie. Ensuite, deuxième point, et ça c'est presque une hérésie pour l'époque, il ordonne à ses propres chevaliers de mettre pied à terre pour se battre. Ils vont former un mur de fer et de lances. Et enfin, le coup de génie, sa carte maîtresse. Des milliers d'archers sur les côtés, sur les flancs, qui vont transformer la vallée en véritable stand de tir. Et voilà l'arme secrète, l'arme qui va changer le cours de l'histoire. Le fameux arc long anglais, le longbow. De loin, ça ressemble à quoi ? À un simple bout de bois. Mais en réalité, c'est une machine de guerre terrifiante. Une puissance, une portée incroyable pour l'époque. Mais son vrai point fort, ce qui le rend si mortel, c'est pas ça. C'est sa cadence de tir. Retenez bien ce chiffre. 10. 10 flèches par minute. Pour un seul archer. Pour l'époque, c'est de la science-fiction. Maintenant, imaginez ça, mais multiplié par des milliers d'archers qui tirent tous en même temps. Là, on ne parle plus de quelques flèches, on parle d'un mur, d'un véritable mur de projectiles qui s'abat sur l'ennemi. C'est exactement ça. Ce n'est plus une volée de flèches, c'est une tempête de fer qui s'annonce. Un déluge continu. Et les Français en face, eh bien, ils regardent ça de haut. Ils haussent les épaules. Leur armure, c'est la meilleure du monde. Elle peut tout arrêter. Pour eux, ces petites flèches sont inoffensives. C'est cette confiance, justement, qui va les perdre. Et voilà, la bataille commence. Les Français, trop impatients, trop sûrs d'eux, se lancent à l'assaut. Et là, presque immédiatement, tout part de travers. Une cascade d'erreurs, de mauvais choix, qui vont transformer ce qui devait être une charge triomphale en un chaos total. Alors regardons comment ce désastre s'est enchaîné. Premier acte, les arbalétriers génois qui sont en première ligne côté français. Il vient de pleuvoir, leurs cordes sont mouillées, leurs armes sont quasi inutilisables. Deuxième acte, la tempête de flèches anglaises s'abat sur eux. Ils paniquent, ils font demi-tour, ils fuient. Et c'est là, troisième acte, que tout bascule. Les chevaliers français, derrière, furieux de ce retard, méprisant leurs propres alliés, n'attendent pas. Ils chargent, droit devant, en plein dans leurs propres troupes qui battent en retraite. C'est la confusion la plus totale avant même d'avoir vu un seul Anglais. Et c'est dans ce désordre absolu que la fine fleur de la noblesse française arrive enfin au contact, ou plutôt pénètre dans la zone de tir. Ce n'est plus un champ de bataille, c'est un piège qui vient de se refermer. Le véritable carnage, il commence maintenant. Il faut bien comprendre l'effet de cette pluie de flèches. Le but, ce n'est pas tant de tuer le chevalier protégé par son armure, non.
Le but, c'est de tuer le cheval. Les montures, elles, sont bien moins protégées. Elles s'effondrent, paniquent, désarçonnent leurs cavaliers. Et un chevalier en armure lourde, une fois par terre, il est presque inoffensif. Il est lent, il peine à se relever, il est incroyablement vulnérable. Et le pire dans tout ça, c'est que les vagues de chevaliers qui arrivent derrière continuent de s'entasser dans ce même bourbier, dans ce même massacre. Quand la nuit tombe, le spectacle est apocalyptique. La plus grande et la plus prestigieuse armée d'Europe gît sur le terrain, anéantie. Le choc est immense. Personne ne comprend. Comment ? Comment est-ce que c'est possible ? Les chiffres parlent d'eux-mêmes, et ils sont terribles. Côté français, on compte les morts par milliers, avec une bonne partie de la haute noblesse du royaume. Côté anglais, les pertes sont minimes. C'est une déroute d'une ampleur presque inimaginable pour l'époque. Alors l'explication, elle est à la fois simple et cruelle. Les Anglais n'ont pas gagné parce qu'ils étaient plus forts. Ils ont gagné parce qu'ils ont été plus malins. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas un miracle. La victoire ne repose pas uniquement sur l'arc long. C'est tout un ensemble, c'est une combinaison intelligente de plusieurs facteurs. Le choix du terrain, une position défensive solide, une discipline parfaite face au chaos français et bien sûr la puissance de feu des archers. En fait, les Anglais n'ont pas cherché à battre les Français à leur propre jeu. Ils ont imposé le leur. On pourrait penser que la leçon a été retenue après un tel bain de sang. Mais non. Et c'est ça le plus fou. Crécy, ce n'est pas juste une défaite isolée. C'est en fait le premier chapitre d'une histoire encore plus sombre pour la France. Et c'est peut-être ça le plus incroyable. Malgré cette humiliation, la chevalerie française va s'entêter. Elle va refuser de voir la réalité en face, prisonnière de son code de l'honneur, de son arrogance. Elle va refuser de s'adapter. Crécy n'était qu'un avertissement. Et personne ne va l'écouter. Parce que 10 ans plus tard, comment est-ce possible ? Comment le roi de France en personne a-t-il pu se faire capturer sur le champ de bataille ? La défaite de Crécy était une humiliation. Ce qui arrive ensuite est un désastre national. Et tout ça, ça a un nom, Poitiers.